13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1. Il est 13h20. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité. La journaliste et essayiste Laetitia Schross-Bonnard et l'écrivain essayiste Paul Melun. Bienvenue à bord les amis, ravi de vous retrouver. Merci, bonjour Céline. Bonjour. Et j'avais très envie d'attaquer par cette question. Faut-il instaurer un couvre-feu pour les mineurs dans nos villes, dans nos campagnes, pour lutter contre la petite délinquance? De plus en plus de municipalités franchissent le pas. Est-ce une solution? Alors, il y a eu Nice, Béziers, Cagnes-sur-Mer et désormais des petites communes comme Vieux-Lois-Molon, c'est dans l'Ain, 3800 habitants et le maire a décidé de l'instaurer et on va l'écouter justement, le maire Éric Beaufort. De 22h à 5h du matin, un mineur, surtout l'hiver, n'a rien à faire dehors. Ça permet aux gendarmes de les contrôler et d'appeler leurs parents pour qu'ils viennent les chercher. Ça peut aller de 13-14 ans jusqu'à 18 ans. C'est casser des panneaux de signalisation, casser des barrières, ils vont foutre le feu aux poubelles, ça peut pas durer. Voilà, le maire Éric Beaufort, Laetitia Schross-Bonnard, que pensez-vous de cette idée? Écoutez, je pense qu'il n'a pas vraiment le choix. Il est quand même aberrant que des mineurs soient dehors à ces heures-là, et c'est d'une certaine façon leur rendre service en fait que de les interdire d'être dehors. C'est toujours triste dans ces matières d'ordre public d'en arriver à des mesures aussi restrictives, contraignantes et restrictives, parce que la société civile n'est pas capable de se réguler par elle-même. Normalement, ce sont aux parents de garder leurs enfants chez eux, aux mineurs, disons aux adolescents, de savoir aussi qu'ils doivent être chez eux. Quand ces limites ne sont pas présentes, eh bien c'est aux autorités locales, en l'occurrence, de faire quelque chose. On peut simplement espérer que ce soit une mesure temporaire. C'est-à-dire que ça permette... certaines villes comme Béziers l'ont instauré de manière régulière. Là, ça pour les moins de 13 ans, oui. Pour le coup. Mais là, c'est pour les mineurs. Et c'est vrai que, pour le coup, on n'a pas de durée, quoi. Ce serait vraiment faire un mauvais procès à ce maire que de lui reprocher d'en arriver là. Je pense que s'il le fait, c'est qu'il n'a pas délinquance, petite délinquance. C'est de la dégradation de mobilier urbain, c'est des nuisances sonores, des attroupements tardifs. Enfin, moi, ça me semble tout à fait pragmatique. Moi, je suis plus réservé que vous, Laetitia, sur le sujet. Je pense que c'est un peu la fausse bonne idée, cette histoire de couvre-feu. C'est-à-dire qu'on s'imagine que ça va résoudre un problème que je ne nie pas. Et d'ailleurs, ce qui est préoccupant, c'est que les maires en soient à réfléchir à la délinquance juvénile la nuit, y compris dans des petites communes, où on se dit, un gamin de 13, 14, 15 ans va aller fiche le feu à je ne sais quoi. Ça, c'est vrai que c'est ça le problème. Le pourcentage de HLM est très faible. Parce oui, bien sûr. Ça marche dans les communes où il y a beaucoup d'HLM, 40-45%, comme Charleville-Mézières, etc. Mais là, on est sur des chiffres très bas. Mais absolument. Et puis maintenant, vous savez, le sujet de l'hyperviolence, y compris des jeunes, se diffuse partout, y compris dans des endroits auxquels on ne s'attendrait pas. Donc ça, c'est le constat, et le constat, il est évidemment dur, donc il faut agir. Sur l'histoire de ces couvre-feux, moi je trouve que c'est contre-productif à plusieurs égards. D'abord parce que vous mettez en place une mesure de privation de liberté pour tout le monde, alors qu'il y a une petite partie qui sont des délinquants. Ça, c'est un peu le syndrome des attestations de déplacement qu'on avait eu pendant le Covid, etc. Et moi, je n'aime pas ça, j'aime la liberté. Et je pense que un gamin qui a 14, 15 ans, 16 ans, et qui rentre de je ne sais où, d'un cours de sport qui finit très tard, mais qu'est-ce que vous ou proposez à la place, dîner, d'un anniversaire avec des amis, il a le droit de rentrer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce sera contre-productif à un deuxième égard, c'est que des gamins qui sont vraiment des délinquants et qui sont vraiment des durs à cuire, vous pensez bien qu'ils vont pas se dire, ah ben mince, c'est l'heure du couvre-feu, 22h moins 01, je vais pas sortir. Il va évidemment sortir à 22h05. Mais sauf qu'on les repère, rien à faire. Ce qu'on les repère. Alors, à votre, je peux vous dire qu'effectivement, ça demande une mobilisation des forces de police supplémentaires, parce qu'il faut contrôler ces jeunes. Et d'ailleurs, la police dit, un officier municipal, par exemple, ne peut pas demander à quelqu'un son identité. Bien sûr, le contrôle d'identité, donc il y a cette limite. Mais vous proposez quoi à la place? Ah ben moi, ce que je propose, c'est une politique du début à la fin, c'est-à-dire de la chaîne pénale et de la délinquance. Une fois que vous chopez ces gamins-là des centres de fermés, des maisons de correction fermées, comme ça a pu exister jadis, pour que à la moindre incartade, ils soient durement sanctionnés. Donc la sanction pour ceux qui commettent des délits de ce type, y compris s'ils sont mineurs, parce qu'aujourd'hui, le parent pauvre, c'est quand même la justice des mineurs. Comment est-ce qu'on peut réformer la justice des mineurs pour plus de fermeté? Et en amont, c'est des questions. Le président de la République a constaté la décivilisation à son sens. Il faut agir sur les racines. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un lien entre immigration et délinquance? Si oui, dans ces cas-là, dans ces cas de délinquance de mineurs, il y a souvent des mineurs non accompagnés aussi, etc. Là, je pense qu'il faut un vrai questionnement sur l'immigration et sur les frontières, mais ne jetons pas tout de suite le bébé avec l'eau du bain avec des mesures qui sont, si vous voulez, des mesures où on se fait plaisir. On dit, il a agi, il fait un couvre-feu. Oui, mais c'est le couvercle sur la cocotte minute, ça change rien. Et la délinquance, évidemment, quand ça dérape, on arrive au narcotrafic et ce fléau fait de plus en plus de morts. Et ce matin, le ministre de la Justice, Didier Migaud, a promis une réponse forte. On l'écoute. C'est un véritable fléau
et il faut que l'État puisse le combattre avec énergie, force et efficacité. C'est une menace qui est grandissante et puis qui est gravissime, avec le recours aux méthodes ultra-violentes des cartels sud-américains. Donc ça nécessite une réponse très ferme de la part de l'État. Voilà, on entend le discours de Diemigo qui s'aligne sur celui gentiment de Bruno Retailleau quand même. Vrai. En même temps, le séminaire a servi à quelque chose. Ils ont fait du team building. Que peut-il dire d'autre ? Il ne va pas faire l'éloge du narcotrafic, c'est quand même... Il n'y a aucune mesure d'annoncer, précise. Mais alors, ça reste très flou. Parce que c'est un sujet très compliqué. C'est un sujet très compliqué d'abord parce que pourquoi ça existe et pourquoi le narcotrafic se développe, mais parce que ça rapporte énormément d'argent à ceux qui le pratiquent. Donc c'est très valorisé de ce point de vue-là. Il y a une valorisation de cette pratique-là qui est financière et qui est supérieure pour dans certains quartiers à bien d'autres métiers officiels. On peut se faire quelques milliers d'euros par jour en participant à ces trafics. Donc ça, c'est le premier aspect qui explique cette espèce de gangrène. Oui. Il y a autre chose dont on parle un peu moins souvent, qui est quand même la consommation. Oui, toujours pareil. Moi aussi, on en parle. Il y a des consommateurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas agir là-dessus également ? C'est-à-dire Alors, il y a des gens qui sont dépendants des drogues. Donc, bien sûr, il y a un aspect médical, il y a un aspect thérapeutique. Mais bon, ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire, mais il y a aussi un aspect moral. Je veux dire, on peut aussi reprocher aux gens qui se droguent pour le plaisir de le faire. Et je trouve que dans stigmatiser, on n'entend pas vraiment un discours culpabilisant sur ce sujet. Enfin, on l'entend un peu à droite, mais c'est pas fait le gouvernement maintenant quand ils disent qu'un joint de la société. Voilà, oui, c'est quelque chose qui revient, qu'avait commencé à dire Éric Dupond-Moretti. Je pense aux intellectuels, je pense à la société civile. Et rappelons-nous quand même que dans notre culture, dans la culture populaire, le personnage du parrain de la mafia reste valorisé, ou en tout cas a été valorisé pendant longtemps. Il y a quand même des films, d'ailleurs très beaux films. Donc il faudrait désacraliser Le Parrain, il y a la série Les Sopranos. Enfin, vous voyez bien qu'on a quand même progressivement construit une image un peu trop positive, je trouve, de ces milieux-là. Donc ça demandera beaucoup de temps de déconstruire, pour prendre un mot à la mode, tout ce système-là. Allez, 13h27, on reste ensemble avec vous, Paul Melun et Laetitia Strauss-Bonnard. Dans quelques instants, mardi noir pour Auchan et Michelin, deux fleurons de notre économie française qui annoncent 2 plans sociaux et plus de 3600 emplois supprimés. Décryptage dans quelques instants. De 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe.